François, bon, les carnets. Alors vous savez, la règle du jeu, moi c'est me dire, il faut qu'à un moment dans la journée, tu as ce petit truc, parce que tu es en train de lire ça, parce que tu viens de lire ce petit machin, parce que y a ça là que tu es en train de faire, eh bien, on l'attrape et on en parle. Ça dure 5 minutes, 10 minutes, une demi-heure, c'est pas grave, ça s'écoute en mode podcast, tranquillo, là où t'es, mais il n'y a pas de préméditation. Par contre, là, par exemple, c'était pas prévu que je parle de Julien Gracq. Mais en ce moment, dans la journée, sur ces questions-là de paysage, sur ces questions de roman, sur ces questions d'écriture, tu t'aperçois que là, Gracq, il est présent. Et alors, l'événement, c'est que depuis un petit paquet de semaines maintenant, mon Gracq, alors évidemment, je le lis toujours, j'ai toujours mes 2 tomes Pléiades, et évidemment, j'ai toujours, hop là, les livres Corti, qu'est-ce que c'est ça? La forme d'une ville, Lettrine 2, La Presqu'île, Les eaux étroites, ça, je sais pas, les rêves de Jean-Paul Richter. Qu'est-ce qu'il fait là? J'en sais rien. Les eaux étroites. Mais, depuis quelques semaines, j'ai un Gracq entier. Alors évidemment, tu vas chercher sur les sites, là tu trouves individuellement. D'ailleurs là, je vais me servir d'un EPUB en lisant, en écrivant, qui ne fait pas partie là de mon fichier de la totale. Mais même les 2 Pléiades, bout à bout, les Pléiades, ils se sont arrêtés à un moment donné. Par contre, des inédits de Gracq, et ça a continué. Donc là, mon fichier, les 2800 pages, j'en ai plus que ce qu'il y a dans la Pléiade. Est-ce que c'est une question de quantité? Non, c'est une question de circulation, de relecture, surtout de recherche par occurrence. Tu trouves ça, tu trouves ce nom, une ville, un auteur. Eh bien, hop là, tu fais rechercher, là, sur l'iPad ou le Kindle, je les 2 assez indifféremment. La nuit, c'est plutôt le Kindle, parce que je ne veux pas être connecté. Là, dans les trucs de travail, c'est plutôt directement l'ordi, ou là, j'étais là, dans mon iPad. Tu sais que Gracq tapait pas à la machine, donc je pense qu'il donnait à Corti directement les choses manuscrites. Probablement aussi, il a fait dactylographier lui-même, et je ne sais même pas tous ces détails-là. Il faudrait reprendre, ça doit y être dans les introductions de Bernhild Boy, tout ça, mais en tout cas, je ne pense pas qu'il s'intéressait vraiment. Il y avait même une espèce de, pas de culte de l'opaque, mais la littérature, ça se mérite. C'est-à-dire, par exemple, dans Lettrine, j'en parlais l'autre jour, nous, on sait qu'il y a un chapitre qui s'appelle Marine, au pluriel, qui est formidable. On sait qu'il y a un chapitre où c'est le premier voyage en avion pour Chicago avec Transit Montréal, et ainsi de suite. Mais comment tu vas pouvoir le retrouver ici, puisqu'il n'y a pas de table des matières et que c'est à peine noté en tout petit italique là, entre 2 sections, en continu dans le livre, sans qu'on puisse s'y repérer? Là, tout d'un coup, la lecture numérique, ça vient. Alors, en lisant, en écrivant, je savais qu'il y avait cette première phase, ça parle de Proust, Stendhal, Flaubert. Et puis ensuite, ça parle plutôt de ce qu'on lit. Et puis ensuite, il y a ces réflexions sur l'écriture et le roman. Mais je n'avais jamais été voir la question d'une table des matières en lisant, en écrivant. Tu as un livre qui est fait uniquement de fragments. À la limite, ils peuvent se brasser dans l'ordre où tu les fais. Comme moi, là, les carnets, au jour le jour. Parce que, non, c'est sur l'iPad. Là, je viens d'appuyer sur la petite fonction table des matières, en lisant, en écrivant. En lisant, en écrivant, le premier chapitre s'appelle Littérature et peinture. Le deuxième, je m'en souvenais, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. Ensuite, paysage et roman. Ensuite, Proust considéré comme terminus, qui est... Là, je m'en suis expliqué aussi dans une autre vidéo, mais plutôt sur Proust. C'est-à-dire que Gracq se trompe, mais alors se trompe tellement lourdement sur Proust. Et en même temps, quand tu lis Proust considéré comme un terminus, sans article, chaque point sur lequel il fait un énoncé qui me révolte par rapport à Proust, c'est un point, là, tu dis, waouh, Gracq, là, tu te trompes pas là, dans ce que tu vas chercher. Et donc, chapitre 5 seulement, donc, littérature et peinture, Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola, paysage et roman. Donc la question là du paysage qui intervient là, directement, avant qu'on passe à ne parler que littérature. Proust considéré comme terminus.
Un texte qui a vraiment été écrit d'un bloc et à part. Et puis ensuite, le chapitre roman. Mais alors après, roman, l'écriture, lecture au singulier, lecture au pluriel. Il y a une section de 4 chapitres où est-ce que roman peut se lire indépendamment de la question de l'écriture. Est-ce que l'écriture, si on l'aborde comme chapitre, en quoi il s'agit de l'écriture en dehors de la forme roman? Tout d'un coup, c'est la table des matières qui t'enseigne ça, et franchement, je ne sais pas si vous, dans votre propre exemplaire de En lisant, en écrivant, vous aviez été là chercher ces marqueurs, mais 2 chapitres, qui s'appellent lecture au singulier, suivi d'un autre qui s'appelle lecture au pluriel. Où elle est la frontière? Une lecture, et quoi dans la lecture organiquement se diffracte en lecture au pluriel? Et puis ensuite, littérature et histoire, Allemagne, littérature et cinéma, qui n'est pas non plus, franchement, le premier truc, surréalisme, mais langue, tu vois, roman, l'écriture, lecture au singulier, lecture au pluriel, 4 chapitres. Ensuite, 4 qui n'ont rien à voir, littérature, histoire, Allemagne, littérature et cinéma, surréalisme, et là, chapitre, langue. Mais la langue, elle n'est pas dans le roman, elle n'est pas dans l'écriture et la lecture, et puis ensuite, œuvre et souvenirs, un petit chapitre que j'aime bien, demeure de poète. Bon, évidemment, moi aussi, j'aime bien les arpenter. Juste à côté de chez moi, il y a Ronsard, un peu plus loin, il y a Rabelais, il y a le Balzac à Saché. Puis ensuite, ça finit sur siècle littéraire. C'est-à-dire, la composition de En lisant, en écrivant, c'est tellement foutraque que tu ne peux pas penser que c'est pas fait exprès. Alors là, je me suis dit, si on faisait un petit parcours à l'intérieur, en prenant en compte ces trucs de construction. Et je suis parti simplement sur roman, et dans roman, je me souvenais, à cause de Saint-Florent-le-Vieil, ce village où il habitait, vous savez, il y a cette petite rue du Grenier à Sel en pente qui descend sur un grand parking bord de Loire. Il y a le resto, là où on allait toujours avec lui, où il avait sa table dans un petit coin. La bouteille de blanc, c'était toujours l'invité qui la lui payait. C'était donnant, hein. Et puis là, il y avait toujours un pêcheur sous le pont. En face, c'est une île qui s'appelle l'île Batailleuse. Elle donne sur la route par une espèce de carrière avec des grosses trémies, des gros camions que j'ai toujours aimé à photographier comme une espèce là aussi d'allégorie de Gracq. Mais il y a des passages, par exemple, je me souvenais d'un passage où, de sa fenêtre, c'est-à-dire là, de cette pièce à vivre. Je n'ai pas vu ni son bureau, ni sa cuisine. Il ne faisait pas visiter le père Gracq. Mais dans cette pièce à vivre, où il y avait sa télé, avec son lecteur de DVD et sa télécommande, où il y avait des opéras, il regardait, une petite table là où il avait beaucoup de revues d'histoire, puis il recevait aussi des revues littéraires, je pense que c'est ça qu'il gardait aussi. D'ailleurs, il en parle même aussi en lisant, en écrivant. C'est le côté acide qui maintient le besoin de l'écriture. On a besoin de la colère pour lire, écrire. Il en parle en lisant, en écrivant. Puis cette espèce de gros fauteuil là où je m'étais assis, j'étais moitié écroulé parce que je faisais 3 fois son poids, le pauvre. Bon, et cette pièce à vivre là donne justement sur une petite terrasse, sur le bras de Loire, l'île Batailleuse. Et à un moment, il y a justement des rangs de peupliers dans littérature et paysage. Et le fait que pour lui, le souvenir d'enfance, c'est ces colonnes de peupliers, puis que tout d'un coup, un jour, les peupliers sont abattus, et tu prends ça comme quelque chose de terrible. Qu'est-ce qui se massacre quand tu massacres un tel paysage? Eh oui, mais les peupliers, c'est un cycle rapide, c'est 30 ans plus tard, et il y a un moment une réflexion là-dessus, justement sur le temps et le roman, où dans sa vie, il a assisté, dans ce même champ là, de l'île Batailleuse, face à sa fenêtre de l'autre côté du bras de Loire, à 3 fois le cycle complet de la pousse des peupliers et du bûcheronnage pour le bois de meubles. Et je me souvenais d'un autre truc où dans cette maison, il y avait à la vente aux enchères, j'aurais bien voulu l'acheter, mais bon, ça a foiré. Mais ça s'est vendu 15 balles, chose comme ça. C'était ce petit écriteau de carton avec une petite ficelle qu'il accrochait à sa poignée pour dire
Je reviens de suite. Ce qui voulait dire le matin quand il mettait ce petit truc sur sa porte, qu'il partait acheter son journal là au magasin de presse qui est juste à côté du restaurant, voilà, au débouché du pont. Et puis ensuite à la boulangerie qu'il fallait traverser. Et puis ensuite, ben, il y a quelques rues et il y a ce truc-là, pour lui, c'est ce chapitre-là, ce petit passage, pas un chapitre, un passage dans le chapitre intitulé Roman, en lisant, en écrivant, sur lequel je voulais prendre comme premier point. Et justement se dire que si je le fais sur 3-4 jours, peut-être que la diffraction va nous changer notre approche de Gracq. Et je me souvenais, pour ce passage, du mot maison. Alors va chercher après, dans le Pléiade, en lisant, en écrivant, à quel endroit il parle de son petit trajet du matin, là, dans Saint-Florent-le-Vieil, et le fait que tu es tellement habitué aux maisons que tu les vois plus. Je me souvenais du mot maison. Eh bien, sur l'iPad, tu entres, rechercher dans le livre maison, littérature et peinture, n'évoquerait aucunement une maison où on a fait des rangements et ménagé de la place, mais plutôt une nef gothique dont on... Chapitre Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. Enveloppe qui se nomme pour les plus immédiates vêtements, mobilier, maison, pour les plus extérieurs, parenté, relations. Bah, c'était pas ça. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. J'entre en Stendalie comme je rejoindrais une maison de vacances. Le souci tombe des épaules, la nécessité se met en congé, le poids du monde s'allège, tout est différent, la saveur de l'air, les lignes du paysage, l'appétit là. Tu vois, dans le Pléiade, la fonction recherche, t'as que 3 lignes. Mais si avec ces 3 lignes, tu ne sais pas là immédiatement ce que tu vas chercher, ben, il y en a d'autres occurrences du mot maison, qui est un mot tellement banal, toujours Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. Il semblait presque, repartons du début des 3 lignes, chacun penché en équilibre instable sur l'extrême bord des 2 époques de la littérature, l'une commençante et l'autre finissante. Il semble presque se donner la main comme ces derniers étages des maisons en encorbellement qu'une rue pourtant sépare. Voilà. De Balzac à Flaubert ou Zola? Ben, lis pour savoir. Encore une autre occurrence, mais là, directement sur Balzac. Stendhal, Balzac, Flaubert, Zola. Même s'en trouve aspiré et bascule de l'autre côté. Tu vois, ça, c'est Gracq. Une espèce de mouvement lourd. Et ça aussi, comment il ne l'aurait pas appris chez Flaubert et chez Proust. D'où cette espèce de jalousie qui le tenait en permanence. Même quand il prend la parole, il la prend non plus au milieu de nous, mais dédoublée du milieu même de cette pension Vauquer, de cette maison Grandet ou de ce cabinet des antiques. Occurrence suivante. En équilibre instable entre l'accent du vrai et le passage à vide de Nana, voilà, vous devinerez de quelle auteur il s'agit, amoureuse d'un cabotin en garni, faisant son marché en savate entre 2 prospérités et le faux morceau de bravoure, le repas ridicule, la maison transformée en salle d'attente, les clients casés, etc. Et ça aussi, comment tu reprends Zola, et pour le faire passer là, tu le tiens dans ta main, tu le presses comme un petit bout de citron, et go. Alors où elle est toujours ma phrase? Ben non, elle n'est pas encore là, ma phrase, il y a encore plein de maisons. Cette zone d'ombre, là on est dans paysage et roman, cette zone d'ombre, mais tu vois comme la structure du livre, là, elle émerge uniquement par le fait que tu utilises la fonction de recherche-occurrence. Paysage et roman, cette zone d'ombre, puis cette nappe de lumière, puis ce versant à descendre, cette rivière guéable, cette maison déjà esselée sur la colline, ce bois noir à traverser auquel elle s'adosse, et au fond, tout au fond, cette brume ensoleillée comme une gloire qui... Paysage et roman, une nouvelle occurrence. Et là, on la retrouve, justement, les peupliers de l'île Batailleuse. Longtemps, pendant mon enfance, j'ai eu devant les yeux, en face de la maison, sur la rive de l'île Batailleuse, une superbe rangée de peupliers déjà mûrs. Rien ne me déconcerta davantage que de voir mettre à bas, un beau jour, ces colonnes de mon Parthénon. On avance, paysage et roman, toujours, le squelette de la maison forte, c'est un balcon en forêt par exemple. Le squelette de la maison forte se dresse toujours au bord de la route d'Al à Sedan. C'était bien ça, d'année en année, davantage submergé par la croissance du sous-bois. Qu'est-ce qui se passe après un livre, quand on revient dans le lieu qui a servi de source au livre? Proust considéré comme terminus. Ok, le contact d'aveugle. Ah ouais, mais voyez la phrase. Le contact d'aveugle qu'on éprouve en retrouvant la maison. Ah, tout d'un coup, t'as le mot aveugle. Roman,
Alors on va y arriver. Voilà, c'était ça ma phrase. Massacre comme font les œufs de poissons ou d'insectes, c'est-à-dire porteront conséquence. Si je me promène dans les rues de ma ville, les 100 maisons familières devant lesquelles je passe chaque jour, non perçues, anéanties à mesure. Donc en 30 secondes, tu l'as retrouvé, ta phrase. Ensuite, il y en a encore. Roman, il passe à... Oui, si j'écris dans un récit, mais je crois que ça c'est le petit passage qu'on va regarder. Roman... quelque chose s'est passé dans cette maison, toujours le même passage en fait. L'écriture. La chute de la maison Usher. Tiens, Grac qui parle de peau, ouais, mais là, Usher, c'est dans l'écriture. Lecture au singulier. Un livre de fiction est toujours une maison vide que tout, de pièce en pièce, dénonce comme encore quotidiennement désinvoltement habité, du manteau accroché à la patère, etc. Tu as utilisé, toi, un jour, le mot désinvoltement? Ben voilà. Lecture au singulier. Là, il y a maison encore. Des œuvres déjà que vous abordiez à la source. Le hasard d'une maison de la presse peu achalandée m'avait réduit l'autre jour à ouvrir un volume de la série romanesque d'Anatole France, L'Orme du Mail. L'Orme du Mail. L'Orme du Mail, pardon, faudrait dire plutôt. Le hasard d'une maison de la presse peu achalandée, un jour, là, où il vient acheter son Courrier de l'Ouest ou son Ouest France, je me souviens plus, plutôt le Courrier de l'Ouest, tiens, un Anatole France, là, ici, dans la maison de la presse à Saint-Florent-le-Vieil. Ah je l'achète. Et lecture au pluriel, et Allemagne, 1, 2, littérature et cinéma, on revient encore à, si on filme, la chute de la maison Usher. Demeure de poète, à droite et à gauche de cette cour sont des maisons à pliques de 2 étages, sans épaisseur, adossées aux immeubles. Le poète des nuits, une maison qui a sur Musset. La maison sans faste que le poète des nuits, etc., etc. Demeure des poètes. Bon, on ira voir. Ah, allez, moi je veux revenir à cette phrase et lire ce petit passage avec la balade du matin chez Grac et ce qu'on en tire pour la question du roman. Tac, petit coup de pouce, j'y suis. Tout ce qu'on introduit dans un roman devient signe. Impossible d'y faire pénétrer un élément qui peu ou prou ne le change. Pas plus que dans une équation un chiffre, un signe algébrique ou un exposant superflu. De la littérature comme mathématique, Grac sur Lautréamont, va voir aussi. Quelquefois, rarement, car une des vertus cardinales du romancier est une belle et intrépide inconscience. Elle est où, toi, ton inconscience, quand tu écris? Dans un jour de penchant critique, il m'est arrivé de sentir une phrase que je venais d'écrire. Hop là, tu vois, toute la métaphore et la défiance pour dire, tiens, je veux juste relire là, cette chose que je viens d'écrire. Dresser comme dit Rimbaud, italique, des épouvantes devant moi. Aussitôt intégré au récit, assimilé par lui, happé sans retour par une continuité impitoyable, je sentais l'impossibilité radicale de discerner l'effet ultime de ce que j'enfournais là à un organisme délicat en pleine croissance, aliment ou poison. Des fois, il faut relire 3 fois pour laisser ça faire son chemin, sédimenter. Une énorme atténuation de responsabilité figure heureusement parmi les caractéristiques romancières. Il faut aller de l'avant sans trop réfléchir, avoir l'optimisme au moins de croire tirer parti de ces bévues. Parmi les millions de possibles qui se présentent chaque jour au cours d'une vie, quelques-unes à peine écloront, échapperont au massacre, comme font les œufs de poissons ou d'insectes, c'est-à-dire porteront conséquence. Si je me promène dans les rues de ma ville, les 100 maisons familières devant lesquelles je passe, tu vois, si je me promène dans les rues de ma ville, Saint-Florent-le-Vieil, il faut les trouver déjà, les 100 maisons successives. Les 100 maisons familières devant lesquelles je passe chaque jour, non perçues, anéanties à mesure, sont comme si elles n'avaient jamais été. Dans un roman, au contraire, aucun possible n'est anéanti. Aucun ne reste sans conséquence, puisqu'il a reçu la vie têtue et dérangeante de l'écriture. Si j'écris dans un récit, il passa devant une maison de petite apparence dont les volets verts étaient rabattus.
Rien ne fera plus que s'efface ce menu coup d'ongle sur l'esprit du lecteur, coup d'ongle qui entre en composition aussitôt avec tout le reste. Un timbre d'alarme grelotte. Quelque chose s'est passé dans cette maison, ou va se passer. Quelqu'un l'habite, ou l'a habité, dont il va être question plus loin. Tout ce qui est dit déclenche attente ou ressouvenir. Tout est porté en compte, positif ou négatif. Encore que la totalisation romanesque procède plutôt par agglutination que par addition. Réfléchis à ça aussi. Je dis ça, réfléchis, c'est pas pour vous, hein. Puis en plus, je tutoie, de quel droit? Je dis ça, c'est tu, là, c'est moi, là, c'est mon petit œil de l'appareil, hein. On se parle tous les jours, alors on finit par se connaître. Ici apparaît la faiblesse de l'attaque de Valérie. Vous savez, un peu plus loin, il y a ce truc, la marquise est sortie à 5 heures, et crac, il entame son texte, son bout de chapitre, là. Et pourquoi la marquise ne sortirait pas à 5 heures? Il y a un renversement qui est évidemment avec le sourire. La vérité est que le romancier ne peut pas dire « la marquise sortit à 5 heures ». Une telle phrase, à ce stade de la lecture, n'est même pas perçue. Il dépose seulement, dans une nuit non encore éclairée, un accessoire de scène destiné à devenir significatif plus tard, quand le rideau sera vraiment levé. Le tout à venir se réserve de reprendre entièrement la partie dans son jeu, de réintégrer cette pierre d'attente, d'abord suspendue en l'air. Écrire comme marcher au milieu de pierres suspendues en l'air. Et nul jugement, et là on est dans le chapitre roman, on n'est pas dans le chapitre écriture qui va suivre, et nul jugement de gratuité ne peut porter sur une telle phrase, puisqu'il n'est de jugement sur le roman que le jugement dernier. Le mécanisme romanesque est tout aussi précis et subtil que le mécanisme d'un poème. Seulement, ce sera aussi un des thèmes que je voudrais qu'on aborde là dans le carnet demain. À cause des dimensions, c'est un des rares endroits où Gracle, dans ce chapitre justement écriture, va mettre en écarté des deux mains, lui qui pratique le roman et pas la poésie, l'usage de la poésie et du roman, justement pour que si on met la poésie au milieu, au centre, eh bien on comprend la prose et le roman. Ce sera demain. Je finis mes 10 lignes, parce que la complexité d'une analyse réelle excède les moyens de l'esprit. Ne travaille que sur des ensembles intermédiaires et arbitraires, des groupements simplificateurs très étendus et pris en bloc, des scènes ou chapitres, par exemple. Là où un critique de poésie pèserait chaque mot, là aussi. Mais si le roman en vaut la peine, c'est ligne à ligne que son aventure s'est courue, ligne à ligne qu'elle doit être discutée, si on la discute. Il n'y a pas plus de détails dans le roman que dans aucune œuvre d'art, bien que sa masse le suggère, parce qu'on se persuade avec raison que l'artiste, en effet, n'a pu tout contrôler. Mais la contradiction, il n'y a pas plus de détails dans le roman que dans aucune œuvre d'art, bien que sa masse le suggère, parce qu'on se persuade avec raison que l'artiste, en effet, n'a pu tout contrôler. Et toute critique, réduite à résumer, à regrouper et à simplifier, perd son droit et son crédit, ici comme ailleurs. Et toujours, ça je m'en souvenais complètement, pas du passage avec l'histoire des maisons, mais je voulais le retrouver. Alors on le fait ensemble. Mais la phrase qui conclut ce passage, que tu lis évidemment quand toi tu pratiques la prose de fiction, et juste un truc, la dernière phrase, tu sautes à la ligne, déjà dit, virgule, ainsi ou autrement, virgule, et à redire encore. Et ben, avec Gracle, aujourd'hui, on le redit. J'espère que vous me laisserez pas trop tout seul là, pour une petite suite là, d'insiste dans ces fragments. À demain. Ne demandez pas les fichiers, c'est affaire privée.